on va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de donner les moyens, d'expliquer aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition, et j'abonde. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux. Bonjour à tous, je suis Marion Lemonnier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai la chance de travailler depuis quelques années dans le secteur de l'agtech, c'est-à-dire de la technologie au service de l'agriculture. Ce podcast a été créé en partenariat avec la Ferme Digitale, une association qui regroupe une soixantaine de startups qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième saison de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. C'est déjà le dernier épisode de cette saison de Futur Agri, et après avoir échangé avec beaucoup de personnes qui font l'innovation dans l'agriculture, notamment en montant des entreprises tech, je suis très heureuse de clôturer cette saison avec une agricultrice qui vient de s'installer et qui innove à sa manière. Elle nous montre que les innovations se font aussi et même majoritairement directement dans les champs, petit à petit, génération après génération. Nous allons parler culture céréalière et voir la manière dont on peut faire bouger les lignes de cette filière. Aujourd'hui, c'est donc Solène Henné-Thor que je reçois et qui vient de monter Graines et Pépins, une entreprise qui fabrique de la farine et des pâtes directement sur la ferme avec les céréales produites à moins de 3 km du lieu de transformation. Lorsque Solène m'a contactée il y a quelques semaines, j'ai été doublement intéressée par son parcours qui nous permet de parler d'innovation produit et de voir comment on peut innover en fabriquant un des aliments les plus consommés en France, les pâtes. Nous avons également parlé de la manière dont on innove quand on est une femme et que l'on prend la suite de plusieurs générations d'agriculteurs. On verra qu'il faut parfois un peu jouer des coudes pour se faire une place. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, en pause déjeuner, dans votre jardin ou dans votre tracteur. Bonjour Solène, merci d'être aujourd'hui là pour parler de ton projet. Tu m'as envoyé un message il y a quelques semaines pour me parler de Graines et Pépins et entre-temps, y a beaucoup de choses qui se sont concrétisées pour toi. Et donc, je suis très contente que tu sois là ce soir pour en discuter. La première question pour qu'on se mette un petit peu tout de suite dans le bain. Donc toi, tu travaillais avant en tant qu'acheteuse, c'est ça ? Acheteur-sourceur, ouais. Donc voilà, donc t'étais pas forcément partie pour te lancer dans l'agriculture. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a fait quitter ton job, ce qui a été en fait l'élément déclencheur du projet du coup ? Oui. Du coup, merci déjà à toi de m'accueillir. C'est Avec une plaisir. belle expérience. Donc effectivement, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la grande distribution en tant qu'acheteur-sourceur, donc c'est l'équivalent de catégorie manager, mais quand même dans le monde des fruits et légumes, donc ça a un trait agricole. J'ai fait à la base une école d'ingénieur en agriculture et agroalimentaire, donc j'ai quand même cette petite fibre-là. Et toute ma famille, sauf mes parents, sont agriculteurs. Donc ça reste quand même quelque chose C'était autour de toi. C'est ça, une sphère dans Très laquelle présent. j'ai évolué. Et mon mari est agriculteur. Du coup, j'ai travaillé 10 ans dans la grande distribution. J'ai eu mes 3 enfants. Et j'ai eu aussi... En fait, j'avais envie de partir parce que je pensais pas rester aussi longtemps déjà dans la grande distribution parce que c'est quand même une très, très grosse entreprise dans laquelle on a des responsabilités, mais où tu as toujours des hiérarchiques, etc. Et donc, j'avais envie, moi, à un moment donné, d'avoir un peu plus de poids dans mes décisions. Et voilà, je pensais finir dans une PME ou être à mon compte. Et au final, je suis à mon compte. Ça a été ton compte. C'est ça. Et donc, la naissance quand j'étais enceinte de mon 3e, je suis partie de chez Carrefour. Alors, j'ai eu la possibilité de partir avec un plan de départ volontaire, donc c'était plutôt chouette. Donc ça, du coup, c'est des conditions financières qui sont plutôt chouettes. Et qui t'aident à te lancer. Okay. J'ai aussi repris du coup une formation en management d'entreprise parce que j'avais envie d'être à l'aise sur ce sujet-là. Et en fait, pendant 18 mois, on va dire, j'ai vraiment fait une coupure. Et alors, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et je le conseille à tout le monde. C'est que j'ai pris le temps de mûrir mon projet et de me recentrer en fait sur mes valeurs, mes besoins, sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et il y a un moment donné, je sais pas, ça arrivait un peu comme une évidence que on allait partir vivre à la campagne, que Vincent était agriculteur et que moi, ce que j'aimais vraiment et ce que j'aimais dans mon ancien travail, c'était de partir depuis la graine
jusqu'au produit final et de se dire que avec les pratiques culturelles que tu peux avoir, les variétés que tu peux choisir, tu peux réussir en fait à jouer sur la qualité finale de ton produit. Et ça, je trouverais ça super de se dire que juste une petite graine, ça donne un super bon produit à manger et ton alimentation. Donc voilà, j'ai pris la décision de m'installer en tant qu'agricultrice pour pouvoir gérer cette partie-là, la partie amont de culture des céréales, jusqu'à la transformation. Trop bien. C'est effectivement, je te rejoins beaucoup sur le fait de faire une coupure. J'ai très envie de faire ça très souvent et je pense que c'est bénéfique. Au bout d'un moment, tu peux pas, en étant dans le quotidien, etc., prendre assez de recul pour définir ton projet. C'est quand même important de se laisser le temps. Par contre, c'est une sacrée expérience et c'est pas facile parce que du coup, tu te coupes un peu du monde professionnel et ça définit en partie ce que t'es. Et du coup, c'est parfois dur d'être en stand-by. C'est ça. Et surtout, en plus, quand t'es maman, tu peux être juste considérée comme maman et rien d'autre. Et du coup, c'était pas toujours évident de trouver un équilibre sur ça. Mais en tout cas, c'est... Du coup, la concrétisation du projet aussi, ça a été la manière de dire, en fait, si, regardez, je fais ça. J'ai pas rien foutu. C'est ça. Et non, c'est super de prendre le temps de mûrir tout ça. Donc du coup, t'es partie dans un projet de transformation en pâtes notamment, mais aussi du coup j'ai vu des farines sur le site. Ce qui fait tout à fait sens du coup. Je me disais c'est intéressant parce que c'est vraiment la base de notre alimentation quand même. Je voulais savoir un petit peu pourquoi c'était intéressant pour toi de venir travailler ce produit et est-ce que tu peux nous dire quelles sont les particularités des pâtes, comment toi tu les fabriques? Oui. Alors déjà, le premier point, c'est pourquoi. Pourquoi les pâtes? C'est ça, pourquoi les pâtes. Dans ma démarche, j'ai regardé un peu les produits qu'on produisait déjà sur l'exploitation et dans le bassin dans lequel je me trouvais. L'idée, c'était pas d'apporter quelque chose impossible à faire ou de totalement nouveau, parce que je reste quand même avec 3 enfants, une vie familiale. J'avais envie d'avoir cet équilibre-là et pas de me lancer dans un projet totalement fou. D'aller chercher du cacao à l'autre bout du monde, c'était pas trop possible. Non, c'était pas tout à fait ça. Donc voilà, je suis repartie vraiment du produit de base. Donc les produits qu'on avait vraiment à portée de main, c'était du blé et du colza. Donc le blé est transformé sur l'exploitation. Parce que du coup, tu es dans la Somme. Oui, je suis dans la Somme, effectivement. C'est ça, donc région très céréalière. Très céréalière, ouais, complètement. Et donc le blé est transformé en farine sur l'exploitation et ensuite en pâte qu'on est censé appeler spécialité céréalière parce qu'on est sur des farines, du blé tendre et pas du blé dur. Parce que c'était l'idée de ne pas démarrer une énième culture qui n'est pas adaptée à la région. Le colza, il est transformé en huile. Donc en termes de machines, j'ai un moulin pour faire la farine. Très important. C'est ça. Des machines à pâte et un séchoir et une presse à huile. Ça nous offre aussi le champ des possibles pour le futur. Ouais, c'est clair. Là, c'est plutôt chouette. Donc on démarre avec des produits qu'on connaît et qu'on maîtrise et puis après, on verra pour la suite. Ok, donc du coup, effectivement, là, l'idée c'était de tout venir produire sur un même espace. Au-delà du fait que c'est vertueux parce que t'as pas de transport, ça fait de plus en plus sens aujourd'hui pour tout le monde de se remettre à une échelle un peu plus humaine. Est-ce que ça a des intérêts techniques, de qualité ou économiques ou quoi de le faire aussi? Alors économique clairement parce que du coup moi je suis installée sur une toute petite surface, sur 2 hectares 61 et sans des ateliers de transformation c'était pas viable avec des céréales classiques. On ne voit jamais d'exploitation. Je pense qu'ils font 2 hectares de céréales. Non, encore moins dans la Somme. J'ai jamais vu. Non, si, dans du maraîchage, mais pas, oui, c'est ça, mais pas en céréales. C'est juste, voilà. Mais du coup, d'avoir tous ces ateliers de transformation, ça me permet, moi, de pouvoir me dégager un salaire et d'avoir une entité à part et d'être moins installée. Et puis après, en termes, on parlait de virtuosité, et en fait, je trouve ça plutôt chouette de se dire qu'on a la matière première juste à côté de chez nous pour alimenter un bassin pareil autour de chez nous. En fait, c'est un pas vers l'autonomie et ça, c'est hyper gratifiant. Vraiment, c'est ce qui me passionne en fait dans le projet, c'est de me dire que jusqu'à présent, les céréales qui étaient produites et qui sont encore maintenant la majorité, 50%, elles sont exportées. Des céréales qu'on produit en France sont exportées et on importe 64% des pâtes. Et à un moment donné, il y a un non-sens. On a la matière première autour de chez nous. Et avant de chercher justement à cette pause où tu as pu réfléchir sur le projet, etc., ça c'était
une problématique que tu avais déjà identifiée, ou c'est justement peut-être en apprenant ça où tu t'es dit mais attends, il y a trop quelque chose à faire en fait sur alors j'avais quand même ça, conscience qu'on exportait énormément. Après, pour trouver le produit que je voulais faire, j'ai eu plein d'idées. Ouais. Et je sais pas si, je pense qu'on en parlera peut-être après, mais à un moment donné aussi, ce qu'il faut regarder, c'est les machines. Et en fait, tu as beaucoup de machines à échelle industrielle ou à échelle artisanale, mais genre toute petite, où en gros c'est pour toi. C'est pour la maison, voilà, quoi, limite, c'est pour faire la cuisine, quoi. C'est ça. Mais après, un entre-deux, il y a plein de machines qui n'existent pas encore. Et du coup, déjà où il y a peu de constructeurs ou pas du tout de constructeurs. Et d'ailleurs, il y a un vrai marché à prendre là-dessus. Mais voilà, il fallait aussi trouver les produits qui étaient adaptés avec les machines en face qui vous pouvaient nous permettre de transformer nos produits. Et tu l'as trouvé sur les pâtes, du coup? Sur les pâtes, ça existait. Okay. Mais après, j'ai plein d'autres idées et ça n'existe pas encore à faire. Donc du coup, on a parlé rapidement effectivement là, de cette installation. Donc vous vous êtes installé avec ton mari et tes enfants aussi, du coup, qui font partie de l'aventure. Vous vous installez tous les deux en même temps. Parce que lui non plus, lui n'était pas encore agriculteur à ce moment-là. Alors pour te faire la genèse, du coup, Vincent est agriculteur. Lui, il était déjà avant. En fait, il était double actif. Okay. Donc c'est un fils agriculteur qui a ça dans le sang. Donc je savais qu'un jour ou l'autre, on retournerait dans le village où il y avait l'exploitation familiale. C'était prévu depuis longue date. Entre deux, donc lui, il était double actif, il était déjà installé, donc ses vacances, il les passait à gérer la ferme. Et puis à côté, il avait son boulot donc de commercial dans le machinisme agricole. On y reste. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et moi, je travaillais du coup dans la grande distribution, donc on habitait en ville. Voilà, on était une vie à peu près normale. et en fait, son papa partait en retraite, donc on est parti, on a déménagé. Et donc voilà, tout s'est un peu enchaîné en même temps. En fait, la naissance du troisième, le déménagement et nos installations. Toi, ta pause et du coup. C'est ça. Voilà, donc Vincent s'est installé sur la ferme de ses parents et moi j'ai repris. On avait eu l'occasion d'acheter il y a quelques années un propriétaire qui nous avait cédé 2 hectares 61. Donc moi j'ai fait les démarches pour m'installer sur ces terres-là. C'est sa terre-là, ouais. Qui sont pas trop loin du coup. Non, c'est dans le Gironde, ouais, complètement. Très bien. Comment ça se passe justement concrètement, toutes ces étapes on va essayer de résumer un petit peu parce que je pense, pour avoir bossé pas mal dessus, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à dire. Mais voilà, un peu savoir ces grandes étapes-là et comment ce projet, du coup, essayer de comprendre comment ce projet il s'intègre dans votre projet de vie. Et est-ce que il y a un moment des grandes peurs que ça se passe pas, quels ont été un peu les rebondissements principaux de cette installation? Ça marche. Et alors tu as raison, c'est un vrai projet de vie parce que du coup je sais pas, je trouve que c'est quand même un métier où tu donnes beaucoup de ta vie familiale, même si tu as plein d'avantages parce que tout est lié, quoi, un peu. Ouais, beaucoup tout est plus. un peu lié. Et c'est pas toujours évident de se projeter, de s'organiser, etc. Mais voilà, après, on a plein d'autres avantages et du coup, j'ai pris le parti de voir les avantages de cette vie à la campagne et de cette vie familiale, en fait, en tant qu'agriculteur. Du coup, pour les démarches, donc ça s'est fait. J'ai démarré les démarches en plein Covid 2020. Ouais, au mois de mars. Ça devait être joyeux. Et en fait, donc j'ai démarché. J'étais accompagnée par la chambre d'agriculture. Donc il y a une espèce de business plan à faire. Ils appellent ça plan d'entreprise. Moi, avec mes études que j'avais refaites en parallèle, je l'ai plutôt géré toute seule. Et de toute façon, en plein Covid, c'était compliqué de faire autrement. On faisait tout seul. C'est ça. Ça a été validé donc par le CER, donc c'est un centre de gestion, et accompagné du coup par la chambre d'agriculture qui m'a fait quelques ajustements sur des petits trucs, mais dans l'ensemble, voilà, ça s'est fait comme ça. Mon installation via la chambre d'agriculture, ça m'a permis de faire la demande de dotation jeune agriculteur. Donc j'ai eu une subvention de 30 000 €. Ok, déjà ça super intéressante et ouais, ça donne. Alors tu l'as un peu a posteriori, mais c'est une bonne aide pour la trésorerie pour démarrer en fait. On te l'a, je me rappelle plus du coup. En fait, on te la donne avant ou après que tu as investi? Après quand même. Là, c'est sur facture. C'est ça, c'est sur facture. Donc là, j'ai fait toutes ces démarches-là, de faire aussi un stage 21 heures. Moi, j'ai un diplôme agricole, donc j'avais juste ça à faire. C'est 3 jours, parce que 21 heures. 3 jours avec la chambre d'agriculture où tu as différents intervenants qui viennent te parler des assurances, de la banque, etc. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Voilà, tout ce qui est fait. Et donc, je me suis installée en septembre 2020.
Et là, tu vois, je vais toucher la dotation JA. Je viens de finir mon dossier, donc elle passe là au mois de décembre. C'était pour le mois de décembre. Parce qu'il fallait toutes les factures. Il faut quand même avoir la trésor pour avancer. Ouais, tout ça alors aussi, ça, c'est dans ton business plan ce que tu fais. Dans tes demandes d'emprunt auprès de la banque, tu as un petit emprunt spécial trésorerie, justement. Ouais. Que tu gonfles jamais assez. Ouais, c'est ça. Et parce que ils savent que de toute façon, tu vas toucher cette subvention, donc il n'y a pas trop de problème pour. Oui, pour non, c'est ça. ce prêt-là. Ouais. Ok, ça marche. Et justement, comment ton projet il était un peu reçu à la Chambre d'agriculture? Est-ce que, moi, je me rappelle quand je travaillais chez Mimosas, il y avait quand même de plus en plus de projets de diversification en fait au sein des fermes, soit de vente directe, soit de diversification des cultures ou de transformation. Est-ce que toi, ça a été le cas ou tu étais un peu l'ovni dans les projets qui Non, j'ai pas été trop l'ovni. Après, d'une manière générale, effectivement, bon, je reste quand même dans le bassin Picard, donc c'est plutôt des grosses exploitations. Des exploitations qui se transmettent de génération en génération. Donc ça reste quand même atypique. Par contre, effectivement, il y en a de plus en plus. Et en l'occurrence, quand j'ai fait mon stage 21h, on était, sans faire exprès, c'était un groupe qu'avec diversification. Donc il y avait safran, spiruline, du maraîchage, mais hyper diversifié, du miel. Là, récemment, c'était des amandes. Enfin voilà, il y avait plein de projets différents. Et donc c'était vraiment chouette de passer. Je me suis sentie beaucoup moins seule parce que j'appréhendais énormément ce stage. Je me suis dit, je vais être totalement dépassée par... Enfin, voilà, ça va pas être adapté aussi, parce qu'effectivement, entre la reprise d'une exploitation salariale familiale et ton projet à toi, je sais pas trop comment ils arrivent à donner les mêmes infos à tout le monde. Là, en l'occurrence, c'était tellement différent que du coup, ils se sont... ils étaient hyper contents et ils disaient qu'ils en voyaient quand même de plus en plus. Donc voilà, après, j'étais accompagnée par la Chambre d'agriculture sur la partie du coup transformation de blé sur ça, comment tu t'es formée du coup à ça? Parce que agricultrice et faire des pâtes, c'est pas pareil. Et non, c'est pas pareil. Alors du coup, j'ai quand même fait mes études en agroalimentaire et agriculture, donc j'ai cette base scientifique et moi, j'adore l'aspect scientifique des choses en fait. Je trouve que c'est intéressant de voir ce qui se passe. Donc voilà. Et donc j'ai fait une formation transformation de pâtes à la Chambre. Alors il y avait certains sujets qui étaient pas super, mais on a eu une super formatrice en génie alimentaire qui nous a vraiment expliqué ce qui se passait, la réaction du blé au contact de l'eau, au contact des filières de pâtes, au séchage, tout ce qui pouvait se passer. Et je trouve que ça aide vachement après à toi comprendre aussi pourquoi il y a un moment où ça n'a pas marché ou marché, que tu sais expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est ça, puis choisir tes variétés, parce qu'en fait, ce qui est important dans les pâtes pour les faire, c'est d'avoir du blé avec un taux de protéines qui soit élevé. Et donc, nous, on voulait faire avec du blé tendre. Ça se fait. Il y en a qui y arrivent très bien. Et du coup, là, on vient de faire nos premières pâtes. On a réussi. Mais il fallait choisir les variétés qui étaient bonnes, mais aussi qui tenaient à la cuisson. Et donc, qui aient ce taux de protéines qui soit élevé avec un certain type de protéines. Donc, voilà, c'était là toute la recherche. Et c'est pour ça que ça prend aussi du temps. Parce qu'entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où on a lancé nos premières pâtes, c'est quand même passé plus de 2 ans. Parce que tout à l'heure, je te parlais de mon installation, mais avant l'installation, il y avait quand même eu du travail avant, de la réflexion sur les variétés, etc. Donc voilà, ça fait vous avez testé du coup Mais non, parce qu'en fait, l'agriculture, pour ça, c'est un temps d'inertie qui est quand même assez long. Donc entre le moment où tu testes et le moment où tu y arrives, t'as 1 an en fait. Oui, il faut un cycle de culture, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc on avait quand même plutôt travaillé sur... on avait quand même bien travaillé en amont sur les critères de sélection des variétés, donc sur des taux de protéines, quelles protéines on voulait, des variétés meunières, etc. Donc on croisait les doigts pour que ça marche, mais effectivement on n'était pas sûr à 100%. Donc là on a lancé nos premières pâtes il y a 3 semaines, 1 mois. Wow. Trop bien. Et c'était super. Du coup, c'était la surprise, quoi. Est-ce que ça va marcher? Exactement, est-ce que ça va marcher ou pas? Et en fait ça marche, donc on est super contents et on se dit qu'on a fait les bons choix. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc là, du coup, tu t'installes tous les blés que tu utilises pour tes farines viennent de ces 2 hectares-là, où il y a quand même aussi des échanges avec la ferme de ton... Non, tous les blés qui sont transformés sur l'exploitation Graines et Pépins sont cultivés par Graines et Pépins. Ok. L'idéal, ça serait de pouvoir s'agrandir parce qu'à un moment donné, je vais quand même être assez limitée en volume si je reste sur mes 2,60 hectares entre blé et colza. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, on verra sur les grands projets plus tard. Et donc, du coup, là, vous avez commencé à produire. Est-ce que, j'imagine que vous souhaitez
Ma question, pardon, c'est où est-ce que vous souhaitez distribuer ces produits-là après? Oui. Alors ça, c'est C'est pareil. important, j'imagine, ça doit être des grands choix aussi. Des grands choix parce que au tout début du projet, je voulais épicerie vrac, petit magasin de producteurs, petite épicerie. C'était vraiment ma volonté. Et à un moment donné, c'est pour pareil. valoriser jusqu'au bout c'est ça, de ce dire que tu es produit-là. un local. Et à un moment donné, tu te dis que tu regardes en fait tous les métiers. Parce que finalement, faire de la transformation en étant agriculteur, c'est plein de métiers différents. T'es agriculteur, t'es logisticien, t'es marketeur, enfin... tu produis, t'es aussi commercial, voilà. C'est plein de petits métiers et la logistique peut vite prendre du temps en fait parce que quand tu vends sur que des petites entités, alors selon la taille des entités bien sûr, mais du coup tu peux vite passer du temps à faire des petits cartons spécifiques pour chacun. Donc à un moment donné, pour que ce soit vraiment viable, il faut quand même avoir des gros clients. Et les gros clients, ça reste la grande distribution. Voilà. Et pour y avoir travaillé, je sais aussi qu'il y a quand même des belles initiatives qui sont faites. Il y a, quand tu... alors, pas à Paris, mais quand tu vas au supermarché, je trouve de plus en plus, effectivement, tu as des rayons à produits locaux, etc. Donc j'imagine que ça... tu peux vendre tes produits aussi là-dedans, quoi. Je pense qu'il y a des choses à faire. Après, tu as des enseignes qui sont plus ou moins réceptives. Après, tu as des franchisés aussi qui peuvent avoir eux-mêmes leurs valeurs, même s'ils sont... ils sont sous le giron de grandes enseignes. Il y a certains franchisés qui ont aussi la volonté de travailler avec une économie locale, des producteurs locaux. Je pense que ça se fait de plus en plus et qu'il y a de quoi faire. Donc, et toi, effectivement, ça te permet d'avoir cette base de volume et de logistique pour pouvoir aussi servir peut-être des plus petits sites, mais en ayant quand même une assise déjà là, quoi. Ouais. Et puis de pas passer ton temps à faire que ça, de la logistique, parce que pour avoir parlé avec certains producteurs, ils passent 2 jours sur la route à livrer toutes leurs petites... Parce qu'en fait, ça peut vite coûter cher aussi le transport, donc pour continuer de vendre, c'est aussi sympa d'aller voir les gens. Oui, on adore, mais effectivement, il y a 24 heures dans une journée, et quand tu as 10 métiers en même temps, il y a 7 jours dans une semaine, et voilà, tu fais vite ton calcul aussi. C'est ça. Ok, merci pour toutes ces précisions-là, et donc pour le moment, faudra aller dans la Somme pour déguster tes pâtes. Ouais, dans les Hauts-de-France, parce que du coup, on a la chance même. d'être en plein milieu des Hauts-de-France. Et ça, c'est vraiment super chouette parce que en termes de logistique, on dessert pas mal d'endroits là où on est. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des Hauts-de-France pour redynamiser la région. Donc, ça sera pas que la Somme, parce que la Somme est un peu mort aussi. Donc, si je compte sur la Somme, voilà. Oui, c'est peut-être pas assez pour écouler tout ce que tu souhaites. Non, parce que même si, en fait, si tu réfléchis à en consommation de pâtes, en fait, les habitants, c'est 8,6 kilos par an. Donc si tu réfléchis comme ça, le bassin de la Somme, il est largement suffisant pour nous. Mais déjà, tout le monde ne va pas manger nos pâtes. Non, c'est clair. Et voilà. Et après, nous, on est vraiment juste à la limite du Nord-Pas-de-Calais. Et mon attache de cœur est dans le Nord-Pas-de-Calais aussi, donc du coup... Ça permet de toucher l'île, j'imagine aussi. Qui est quand même, il y a un moment où il faut aussi se raccrocher à un gros bassin de conso pour être safe, quoi. Ok, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et puis il y avait un autre sujet que je voulais aborder parce que c'est le dernier épisode de la saison et je finis par 2 épisodes avec des femmes et je suis très contente. Et du coup, quand j'ai réfléchi un petit peu au podcast, je me suis rappelé aussi que pendant très longtemps, les femmes d'agriculteurs soit faisaient autre chose à côté, ou font toujours d'ailleurs autre chose, soit elles travaillent sur la ferme en étant aide avec c'était pas très clair les conditions, etc. Donc de plus en plus, je l'ai vu dans mon expérience aussi, on voit les femmes effectivement lancer leurs propres projets au sein des exploitations, souvent avec de la diversification, enfin pas juste faire la même chose que leur mari, mais apporter une touche aussi à elles. Comment toi, tu as vécu ta création d'entreprise en tant que femme dans le milieu agricole est-ce que tu as l'impression que ça bouge un peu ou pas trop Comment tu as senti tout ça? Je pense que d'une manière générale, la place de la femme dans la société, quand tu as des postes à responsabilité ou que tu es chef d'entreprise, c'est général, c'est pas que agricole. Ça tend à changer, bien sûr, parce qu'on en parle de plus en plus, mais ça reste quand même pas toujours évident selon les milieux dans lesquels tu es. Dans le milieu agricole et en Picardie,
c'est encore pire. Tu trouves, ouais. Ouais, je trouve. Après, il y a quand même des exploitations qui sont reprises par des femmes depuis de leur père. On parlait de génération en génération. Je trouve qu'il y a quand même de plus en plus aussi de femmes qui s'installent De filles, de filles, qui reprennent l'exploitation familiale. Pour ma part, du coup, c'était un petit peu compliqué parce que les gens ont l'impression qu'en fait, je suis sous l'entreprise de Vincent, que ce n'est pas ma propre entreprise. Donc oui, tu as un peu d'invisibilité où on te demande mais où il est le patron. C'est moi. On t'a déjà fait celle-là? Ouais, la semaine dernière, j'en ai eu le droit à une belle. C'était mais vous avez de la chance que votre mari travaille pour que vous puissiez faire ça. Eh ben non, en fait, ça, c'est mon entreprise et ce que je fais, c'est viable. J'ai fait un business plan pour et je vais réussir. Et puis lui aussi, il reprend la ferme. Enfin, lui aussi, il est dans cet entrepreneuriat. C'est pareil, en fait. C'est ça. Voilà, donc ça reste pas évident. On parlait tout à l'heure d'installation. J'ai voulu s'agrandir. J'ai voulu m'agrandir. Et en fait, comme je suis femme d'agriculteur, sachant qu'on est, ça c'est un détail, mais ça n'empêche, on est mariés sur sur le régime de séparation de biens. D'accord. Donc Et donc dans l'agriculture, ça va changer quelque chose. Ça, c'est quand même ta vie privée. Non, ça ne change pas. Justement, ça change pas. Et en fait, j'ai voulu m'installer et ils ont regardé les terres qu'avait mon mari. En disant, non, mais votre mari, il est agriculteur, il a des terres, donc vous pouvez pas vous installer. Et j'ai dit, non, mais en fait, ça, c'est ses terres. Et moi, je suis à côté. Enfin, je suis à côté. Ils comprenaient pas, quoi. Non, c'est encore à l'ancienne. Voilà, donc je pense qu'il y a encore des choses à changer. Ils comprennent pas pourquoi tu veux acquérir du terrain alors que tu pourrais utiliser. Enfin, limite, ils pourraient te prêter un peu de terre et tout, quoi. C'est ça. C'est pas ton entreprise. C'est pas mon entreprise. C'est des terres, pour lui, c'est des terres familiales. Moi, j'avais vraiment envie qu'on soit séparés parce qu'on sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc... non, mais puis voilà, pour son indépendance, quoi. C'est ça, c'était hyper important. Et puis comme ça, lui, il fait ce qu'il veut sur sa ferme aussi. Il a sa liberté dessus. Ouais, parce que du coup, moi, j'avais mes projets. J'avais une certaine volonté de mener mon projet dans certaines pratiques, etc., qui n'étaient pas obligatoirement sa façon de voir les choses au début. Donc voilà, j'avais envie de mener ma petite entreprise comme j'avais envie. Et voilà. Puis je pense que c'est sain aussi, voilà, de se dire, le soir, on se retrouve, on a des histoires différentes à se raconter, on échange même si tu travailles ensemble sur certains, tu as une synergie quand même. Mais, en fait... mais du coup, cette synergie, elle doit être plus chouette que si tu es toute la journée ensemble sur la même problématique. Tu as un échange, en fait. Ouais. Donc, mais donc du coup... Pas forcément évident, même si du coup par contre dans les instances, tout à l'heure on parlait de chambres d'agriculture, de centres de gestion, etc. Là t'as beaucoup de femmes quand même qui travaillent, donc t'as quand même une certaine écoute. J'ai rencontré beaucoup de femmes d'agriculteurs justement, qui bossent dans les institutions agricoles diverses et variées, quoi. Ouais. Donc elles vont plus comprendre. Et donc du coup pour t'agrandir, ça a été là pour le coup, t'as abandonné le sujet. J'ai pas abandonné, c'est un jeune de 15 ans qui a été installé, le fils de papa. D'accord. Voilà, donc oui. Non, j'ai pas abandonné, je regarde toujours, mais après c'est super compliqué. Enfin, quand t'es pas... Moi je suis pas originaire de la région. Enfin, je suis originaire de la région, mais pas de la Somme. T'es pas fille d'agriculteur. Même si toute ma famille l'est. T'es une femme. Ouais, à chaque fois, t'es presque ce qui rentre dans la case, mais non, en fait, non. Je suis pas presque un homme, je suis une femme. Ça, pour le coup. Oui. Et là, pour le coup, c'est un facteur limitant. Ouais, bien sûr, j'imagine bien, mais bon, voilà, faut... Enfin, j'imagine que tu regardes, mais c'est ce qui sort dans les annonces. Enfin, c'est pas vraiment des annonces, là, pour le coup, mais ça doit être beaucoup trop grand aussi, quoi. Enfin... J'ai l'impression que c'est un peu le problème du foncier aujourd'hui dans ces régions-là, c'est que c'est énorme en fait et ça coûte hyper cher. Là, en l'occurrence, l'offre dont je te parlais, il y avait 60 hectares. Alors c'est énorme et c'est des montants. Alors c'est énorme, oui et non, parce que du coup par rapport à la. Pour la somme, énorme, mais à reprendre, c'est quand même un gros morceau financier. Et ce que je leur avais dit, c'était séparez-le en fait. Pourquoi il y a personne qui a besoin de reprendre 60 hectares d'un coup. En fait, vous pouvez séparer. Et puis, et en fait, il y avait d'autres jeunes à côté qui cherchaient à s'installer. Et c'est pareil, en fait, 60 hectares quand tu veux t'installer, c'est beaucoup trop. Ouais. Il y a plein de projets super sympas. C'est trop si tu dans beaucoup de types de culture ou d'agriculture. Et en même temps, c'est pas assez si, pour une ferme céréalière, c'est pas forcément. Ça peut être assez, mais sans activité transfo ou quoi. C'est ça. Mais il y a tellement de projets super à faire. Enfin, il y a encore plein de choses. Là, du coup, nous, c'est des spécialités céréalières, de l'huile, mais il y a encore plein de trucs. Enfin, pour justement, quand tu réfléchis à cette histoire de bassin autour de chez toi, d'autonomie, il y a plein de trucs. Il y a plein de cultures à faire, il y a plein de transformations à faire. Ouais, bien sûr. Donc, et je pense que ça bouge.
Ouais, ça bouge et du coup pour toi effectivement une des solutions ça serait aussi de diviser les terres quand il y a des gros blocs comme ça qui se présentent sur le marché. Si je dis ça, non. mais parce que c'est quelque chose qui commence à se développer. On voit là plusieurs projets où ils se mettent à plusieurs, ils lèvent des fonds, ils achètent du foncier comme ça assez costaud. Et ensuite, tu as une grappe de fermes qui se monte et qui se répond les uns aux autres. Et tout. J'ai trouvé ça... Alors moi, ça a été un idéal pendant très longtemps. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien. Il y a des gens qui l'ont fait. Je pense que c'est pas si simple. Non. Mais c'est un modèle, en tout cas. Je trouve au moins ça a le mérite d'exister et que voilà, montrer qu'on peut faire autre chose. C'est ça. Alors j'ai 2 sons de cloche sur ça. Le premier, c'était, je me souviens plus le groupement qui s'occupe de le nom du. Il y en a plusieurs. Mais il y en a une qui est hyper connue. Et bon, je me souviens plus. Mais du coup, je les avais appelés en me disant, mais est-ce que vous faites quelque chose ? Est-ce que vous pouvez pas intervenir justement quand il y a des morceaux comme ça ? Et en fait, ils m'ont dit que dans les Hauts-de-France, c'était quand même super compliqué parce que la SAFER peut préempter mais les gens ne peuvent pas le faire donc oui, et c'est juste que c'est pas tout à fait la mentalité. Enfin, on en parlait tout à l'heure hors enregistrement qu'il y a des choses qui se font dans d'autres régions qui sont un peu plus différenciantes, mais bien sûr. Les Hauts-de-France ça reste encore un peu c'est pas encore à monter et le deuxième son de cloche que j'ai eu, c'est de la part d'agriculteurs des néo-ruraux qui s'étaient installés et disaient que par contre c'était quand même super compliqué à long terme de s'entendre avec les gens parce qu'il faut bien, en fait il y a un casting non mais il y a une espèce de recrutement qui doit être fait souvent ils sont entre 5 et 10 quoi, donc ça fait beaucoup de personnes au final. Il faut réussir à bien t'entendre, voilà. Après je trouve que c'est, enfin effectivement on parle d'idéal, je trouve ça génial en fait, c'est clair sur le papier mais effectivement ça doit être plus compliqué. C'est compliqué. Du coup peut-être pour finir on parlait effectivement de ces terres, etc. Là, la prochaine étape, ça va être la distribution. Oui. Est-ce qu'il y a déjà d'autres choses que tu aurais envie de concrétiser plus tard, des petits projets qui traînent et qui sont faisables ou pour le moment, tu te concentres vraiment sur ça Alors pour le moment, je me concentre vraiment sur ça parce que du coup, on a du miel, enfin on a des abeilles. Aussi, on travaille avec un apiculteur, enfin voilà, mais ça fait un produit. On lance là l'huile de colza sur la fin d'année. Et on vient de démarrer il y a 3 semaines l'activité pâtes, spécialité céréalière. Donc j'aimerais déjà stabiliser tout ce premier truc. Par contre, après, du coup, on a des machines pour faire de l'huile. Ouais. Donc tu te dis que tu peux faire plein d'autres huiles. Enfin voilà, il y a des choses qui, tu peux faire de l'huile de caméline, de l'huile de tournesol. Ça commence à se faire un peu dans les Hauts-de-France. C'est pas une culture hyper évidente, mais voilà, quand tu te dis que tu as une presse à huile, ça t'ouvre le champ des possibles, donc c'est sympa. Ça donne envie de semer plein de trucs. C'est ça. Et après, les machines à pâtes, c'est pareil. En fait, après, tu peux réussir à faire avec d'autres céréales, il y a des légumes secs, des choses comme ça. Donc j'ai des choses en tête, mais je préfère déjà stabiliser. Petit, c'est ça. Bien sûr. Mais du coup, normalement, l'année prochaine, on aura quand même des légumes secs, des lentilles dans un premier temps. Trop bien. Et en fait, qui dit lentilles dit plante tutrice, donc généralement caméline, pour pouvoir faire de l'huile. C'est une association qui fonctionne bien. En fait, du coup, alors déjà, de ramener des légumineuses dans l'assolement, c'est par rapport à toutes ces problématiques. L'assolement, du coup, ça va être la manière dont tu vas gérer tes cultures et les rotations. pour améliorer le sol, quoi. Ouais. Donc du coup, l'idée, c'était de remettre des légumineuses. Donc je préfère commencer doucement, donc ça va être lentilles vertes. Et en fait, c'est une plante qui est très fine et qui a tendance à verser. Donc en général, on lui met une plante tutrice. Okay. Et une des plantes, ça c'est des essais, c'est pas super facile, c'est la caméline que tu peux transformer en huile, qui est très bonne pour la peau, mais aussi pour à manger, qui a plein de propriétés nutritives. Trop bien. Si ça peut aider sur les champs et bon derrière chouette, pour nous. Mais du coup, ça, c'est des petites cultures. Donc, en fait, on va avoir un point de vente à la ferme. Donc, ça sera distribué, je pense, juste chez nous. Tu vas, du coup, vendre aussi directement sur l'exploitation. Alors, juste 2 heures par semaine, parce que tu vois, on parlait toujours des journées qui font que 24 heures. Et donc, c'est pareil, je peux pas... En fait, quand tu es en production, tu peux pas être coupé tout le temps. Donc, on aura un petit créneau juste de 2-3 heures par semaine à partir de janvier l'année prochaine. Et voilà, notre gros produit, ça reste les spécialités céréalières. Et après, on a tous ces petits produits-là. Et après, qui vont se développer. Oui, voilà. Maintenant que tu as les machines, le champ des possibles, il est énorme. Et il n'y a plus qu'à quoi. Exactement. Écoute, merci beaucoup, Solène, d'avoir partagé toutes tes aventures avec nous, pour ton retour d'expérience, qui nous permet aussi de replonger. Je trouve ça toujours... on en parle beaucoup, en fait, dans ce podcast-là, d'innover aussi pour assurer le renouvellement des générations, assurer que
la relève elle soit là. On en parlait dans juste le dernier épisode avec Néopharm, donc c'était hyper moi c'était hyper important pour moi de finir avec quelque chose, effectivement un sujet concret sur l'installation agricole, et en plus ton installation à toi elle est hyper intéressante, donc merci beaucoup. Merci à toi. Donc on va passer aux petites questions, les 3 petites questions de la fin de l'épisode. La première, de quelle entreprise est-ce que tu aurais aimé être la fondatrice ? Oui, alors ramène ta consigne. Je trouve que c'est une entreprise des Hauts-de-France qui a pour but en fait de remettre en place les consignes comme il y avait quand on était petit. Ils ont commencé par la bière, donc en fait c'est de remettre, tu ramènes tes bouteilles à ton point de vente, les supermarchés, etc. Et là ils commencent aussi avec des plats emportés. Et je trouve que c'est vraiment une super initiative pour le futur et réduire les emballages. Trop bien, ça marche. Qu'est-ce qui te rend heureuse au quotidien ? Alors, je suis... ma petite vie à la campagne, franchement, c'était un gros changement de vie. Parce que... T'appréhendais un petit peu ou... Ouais, j'appréhendais énormément parce que du coup, c'est vraiment la campagne. Vous habitiez où du coup avant ? Bon, alors on habitait à Lens, donc ça fait pas rêver. Oui, mais en ville quoi. C'était un village-ville, mais on avait tout à proximité et c'était quand même un gros changement. Mais au final, c'est top. Je sais pas, le matin, tu vois les petits faisans, les petites biches, les petites chevreuils plutôt, les petits chevreuils qui se promènent et tout, et c'est quand même plutôt chouette. Et ce que je trouve ça cool aussi, c'est d'inculquer ça à nos enfants. Et je me dis que quand t'as 4 ans, 6 ans, ils arrivent à reconnaître, je sais pas, un faisan, une perdrix et tout, et ben en fait c'est génial. C'est clair. Voilà. Mais moi je sais pas. C'est les petits trucs. Non mais c'est les petits, c'est les petits détails, mais c'est les petits moments cool de la vie. Ouais, c'est clair. Et la dernière, quelle personne aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Futur Agri ? Et alors, récemment, j'ai rencontré le Cluster Vert. C'est une initiative qui a été mise en place par la communauté de Poitou-Picardie, la communauté de communes de Poitou-Picardie. L'idée de leur association, c'est de se dire qu'on a les ressources territoriales pour travailler des matériaux biosourcés, pour travailler sur les énergies, pour l'autonomie de la communauté de communes en l'occurrence, et sur l'alimentation. Et je trouve que ça va vraiment, pareil, dans le sens de notre futur. Et quand je suis ressortie de les avoir rencontrés, j'étais reboostée à bloc de me dire qu'il y avait des solutions qui allaient émerger pour un futur, je sais pas, plus vert et plus responsable. Avec du coup des belles synergies aussi. Mais il se passe, j'ai l'impression que, j'avais entendu il y a longtemps quand même que la région de France, il se passait quand même beaucoup de choses, et les 3e révolutions industrielles et tout ça. Voilà, c'était quand même une région qui est un peu pionnière sur pas mal de sujets, quoi. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait des... Ouais, il y a plein de choses qui sont faites dans ce sens-là, et il y a vraiment plein de choses qui sont faites dans ce sens-là dans les Hauts-de-France, donc ça c'est super chouette. Et cette initiative-là, elle est aussi portée avec la région, hein. Ils sont aidés aussi là-dessus, mais l'idée c'est du coup de mettre en place des synergies entre différents intervenants, que ce soit des agriculteurs, des constructeurs, des revendeurs, et de créer une espèce d'écosystème. Et je pense qu'il y a des choses à creuser aussi. Super, t'as bien choisi ton coin du coup. Ouais, j'étais contente. Merci beaucoup Célène. Merci à toi. Voilà, cet épisode de Futur Agri est terminé. C'était le dernier de la saison 2 et c'était vraiment top de l'enregistrer avec Solène. Vous l'avez entendu, on a pas mal échangé et fait le tour de beaucoup de sujets. J'ai trouvé ça très inspirant d'avoir ces retours d'expérience, voir comment chaque installation apporte son lot de nouveautés et d'innovations dans l'agriculture. Ce sont toujours des parcours complexes, ceux des personnes qui entreprennent, que l'on soit agriculteur, CEO d'une start-up ou investisseur par exemple. Sinon, j'espère vraiment que cette saison vous a plu. On a pas mal travaillé dessus avec toute l'équipe pour explorer toujours plus les mutations actuelles du secteur agricole. Je serais d'ailleurs ravie d'avoir vos retours via les réseaux de la ferme digitale. Si vous avez des envies ou idées pour les prochains invités, n'hésitez pas à nous les partager aussi. On fait une petite pause pour préparer la saison 3 qui va être assez folle normalement et on revient très vite avec de nouveaux formats et de nouveaux invités. Il est temps de dire merci à Mélanie, Karine et Romane de la ferme digitale pour leur confiance renouvelée pour cette saison 2 et pour l'enthousiasme que l'on partage ensemble à faire ce podcast. Futur Agri n'existerait pas non plus sans le travail de Paul Aumonier, mon frère, qui nous a produit l'habillage sonore et avec qui on passe nos plus belles soirées de montage. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer les personnes qui font l'innovation dans le secteur agricole.